Merci et bonjour à toutes et à tous. Un webinaire sur le comité social et économique et les enjeux de négociation en partenariat avec la Directe PACA et la RACT PACA, avec le témoignage de la mission locale de Marseille. On va présenter les intervenants. Quelques mots sur le réseau ANACT, ARACT, un établissement public qui est rattaché au ministère du travail. On a la même tutelle que les directs, donc en fait on est très proche avec Charline Leplat, avec une mission bien sûr d'appuyer les organisations privées, publiques sur la question des conditions de travail. Voilà, cette courte présentation est complète, on va démarrer. Donc j'ai le plaisir d'accueillir deux invités sur ce webinaire. Charline Leplat, Direct PACA, donc vous êtes... Oui, bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire dédié au CSE. Quelques mots de présentation concernant. Charline Leplat, je suis chargée de mission régionale dialogue social au sein de la Directe PACA et en particulier, notamment, en charge de l'accompagnement collectif de nos partenaires et en particulier des partenaires sociaux, que ce soit côté salarié ou côté patronal, sur différents enjeux que sont actuellement le CSE, le comité social et économique, mais aussi les nouvelles modalités de négociation collective introduites également par l'une des ordonnances travail du 22 septembre 2017, sans oublier un autre sujet majeur qui tient à cœur à la Directe, qui est l'égalité femmes-hommes, avec, comme vous le savez sans doute, un nouvel outil de suivi qui a été introduit dans les textes, qui est l'index égalité femmes-hommes. Voilà, je passe la parole à Brigitte Cavarello. Voilà, Brigitte Cavarello. Alors, bonjour à tous, Brigitte Cavallaro, donc je suis directrice générale de la mission locale de Marseille. La mission locale s'occupe de l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. Nous avons une structure de 210 collaborateurs et je suis ici pour témoigner de tout le travail intéressant que nous avons pu mener autour de la nouvelle mise en place de cette instance, le CSE. Merci pour ces quelques mots. On va pouvoir démarrer le contenu. L'ordre du jour, vous l'avez à l'écran. Donc, pourquoi négocier un accord CSE? Comment négocier un accord CSE? Sur quel thème? Et avec le témoignage, on a revu un peu l'animation. Donc, le témoignage va venir en articulation des différentes parties. Tout de suite, un petit sondage qui va apparaître. On vous demande de répondre. On verra les résultats au fur et à mesure sur la mise en place du CSE. Et peut-être en complément de ce point, Charline, le CSE, on le sait, ce sont les ordonnances travail de septembre 2017 qui ont mis en place cette nouvelle instance. Il y a eu quand même pas mal de débats, il y a eu des mouvements sociaux, enfin, ça n'a pas été très simple. Et la question de la négociation pour la mise en place du CSE n'a pas été une question première. On a vu beaucoup les questions de moyens. On a vu beaucoup les questions d'ordre de délégation, il y a eu beaucoup de réactions sur ces questions-là. Le sujet donc c'est en quoi cette négociation peut permettre une mise en place plus adaptée du CSE dans chaque contexte d'entreprise. Et donc je crois qu'on va pouvoir démarrer concrètement ce webinaire. Oui, tout à fait. Alors, sans revenir sur un champ historique, mais bon, ça fait déjà quand même 2 ans, depuis le 22 septembre 2017, que cette nouvelle instance a été introduite dans le Code du travail. Donc maintenant, on n'a plus même d'ailleurs vocation à parler des ordonnances travail, puisque maintenant c'est inséré dans le Code du travail au niveau de la partie relations collectives et plus précisément institutions représentatives du personnel. Et donc à ce titre, la loi effectivement prévoit que pour toutes les entreprises, depuis le 1er janvier 2018, toutes les entreprises qui sont à un effectif de 11 salariés sur 12 mois consécutifs se doivent de mettre en place un CSE. Cela, je ne vous apprends rien. Ça fait 2 ans effectivement que les textes sont applicables, qu'ils sont appliqués, et on voit effectivement des entreprises qui ont organisé leurs élections professionnelles en vue de la mise en place du CSE. Pour autant, ce qui est moins connu, et là il s'agit d'un véritable bouleversement à la fois juridique, si ce n'est culturel, c'est que cette même ordonnance travail dédiée donc au dialogue social dans l'entreprise a permis aux entreprises de s'emparer du dialogue social, de s'emparer du CSE
pour négocier sur un certain nombre de thèmes qui sont relativement nombreux, à peu près une trentaine de thèmes. Et là, il s'agit là effectivement d'un bouleversement, si ce n'est d'une révolution à la fois juridique mais aussi culturelle, puisque vous le savez sans doute que jusqu'alors, tout ce qui était institution représentative du personnel, qui était donc délégué du personnel, mais aussi comité d'entreprise ou CHSCT, était hors champ de la négociation. Ça faisait partie de ce qu'on appelait l'ordre public social, et donc la négociation n'était possible que vraiment de manière tout à fait marginale, à savoir les heures de délégation en plus qui étaient possibles d'allouer aux élus, ou encore des sièges en plus qui étaient aussi possibles de prévoir. Or, c'est le cas, il n'était pas possible de négocier, et donc on a vu une application, on va dire, automatique d'un cadre qui était légal, d'un socle légal, uniforme, une sorte de, si je puis me permettre une image, une sorte de vêtement, un prêt-à-porter que l'entreprise endossait, et quelle que soit son activité, quelles que soient ses spécificités, quelle que soit sa culture, quels que soient ses projets. Or, avec cette nouveauté, ce bouleversement que j'évoquais, il est possible aujourd'hui pour les entreprises, ces acteurs internes, d'adapter véritablement le CSE, leur CSE, aux spécificités et aux besoins de leurs acteurs internes. Alors, on arrive presque du coup, je parlais de prêt-à-porter, là on arrive finalement à un vêtement qui peut être ajusté au plus près des besoins de l'entreprise, au plus près de ses spécificités, pour faire en sorte que chaque CSE, chaque entreprise plutôt, est un CSE qui lui ressemble, qui soit en écho, qui soit un peu le miroir aussi du dialogue social qu'il y a dans l'entreprise. Donc là, c'est véritablement un tournant majeur qui est opéré par les textes, et j'imagine aussi très bien, et nous le mesurons à la directe, la difficulté aussi pour les partenaires sociaux de s'emparer de cette nouvelle liberté de négocier sur un sujet qui n'était absolument pas jusque-là. Donc l'objectif de la directe PACA, c'est d'accompagner les partenaires sociaux pour expliquer, et de manière à ce qu'il y ait une appropriation progressive des textes et une mesure de ce qu'il est possible pour chaque entreprise de faire. Parce qu'il ne s'agit pas de négocier sur tout, il s'agit de négocier sur les champs de l'entreprise à besoin. On va le voir plus précisément. C'est la question de l'anticipation, une négociation avant la mise en place. Oui, tout à fait. Alors, une négociation, et là, je défonce, excusez-moi, des portes ouvertes, une négociation sur toute chose, sur tout champ, se prépare. Et là, elle se prépare d'autant plus qu'il s'agit pour les acteurs de l'entreprise de négocier sur un sujet qu'elles ne connaissent pas. Et d'ailleurs, on voit que progressivement, mais très lentement, les entreprises s'approprient ce sujet, mais encore avec beaucoup de difficultés, ne mesurant pas encore à quel point, jusqu'où ils peuvent véritablement aller. Alors, l'objectif est effectivement non pas de négocier lorsque les élections professionnelles vont avoir lieu demain ou après-demain, c'est d'anticiper de manière aussi à préparer la négociation en identifiant de manière objective les choses qui avaient marché avec les DP, le CE, le CHSCT, le nombre de réunions dont l'entreprise a eu besoin, le nombre d'ordres de délégation, les sujets majeurs que l'entreprise a vocation à traiter, qui tout ça permettent effectivement de mesurer les besoins que l'entreprise pourra avoir en vue de la mise en place de son CSE. Parce que le constat est fait et partagé, c'est lorsque les entreprises négocient sur le CSE de manière trop proche des élections professionnelles, on se retrouve finalement avec des accords d'entreprise qui ne sont que la reproduction du socle minimum légal. Or, l'objectif, c'est de sortir de ce socle pour que le CSE soit véritablement adapté à l'entreprise. La manière dont cet accord peut être signé est aussi particulier. C'est un accord d'entreprise qui, comme pour tous les autres accords, d'ailleurs depuis le 1er mai 2018, reste un accord majoritaire, donc un accord signé par l'employeur et les organisations syndicales représentatives qui elles-mêmes ont recueilli 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. À défaut de délégué syndical, donc c'est pas si on échoue avec le délégué syndical, c'est s'il n'y a pas de délégué syndical dans l'entreprise, à ce moment-là, la négociation peut s'entamer avec les titulaires du CSE. Alors là-dessus, vous me direz, mais vous ne l'avez pas dit, mais je sens que c'est interne. La question, c'est comment négocier avec un CSE qui n'existe pas. Voilà. 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 Et donc,
En fait, c'est une possibilité pour des entreprises qui n'ont toujours pas négocié, mais qui ont mis en place leur CSE, versus socle légal minimum, de pouvoir ensuite, avec les élus du CSE, se dire, ben voilà, on peut adapter véritablement le CSE à nos besoins, de manière à ce qu'ils soient en écho à ce que nous sommes. Voilà, donc, par contre, les autres modalités de négociation, c'est pour ça que je disais que c'était quand même un accord particulier. Les autres modalités de négociation qu'on retrouve sur la rémunération, le temps de travail, l'intéressement, etc., par les salariés notamment mandatés, ce n'est pas possible. Par le recours à la voie du référendum, ça n'est pas possible. Donc, deux seules et uniques possibilités de mettre en place un CSE adapté, le recours, la négociation avec les délégués syndicaux ou avec la majorité des élus titulaires au CSE. Autre point de vigilance qui est important et qui ressort aussi du terrain, hein, parce qu'on, nous, à la Directe PACA, nous avons pu voir à travers des différents accords d'entreprise qui ont été téléchargés sur la plateforme Téléaccord, c'est que cet accord d'entreprise ne doit pas se confondre avec deux autres types d'accords qui existent depuis longtemps, le protocole d'accord préélectoral ou alors le règlement intérieur du CSE. Alors, le protocole d'accord préélectoral a vocation, aujourd'hui, à ne traiter qu'exclusivement que de l'organisation matérielle des élections. Hier comme aujourd'hui, il a vocation à décider, à prévoir le nombre de sièges à répartir au sein des collèges, le nombre d'élus au sein des collèges, de prévoir la date du scrutin, l'heure du scrutin, voire, et on voit aussi ça se développe de plus en plus, le vote électronique. Hier, par contre, il était possible, dans le cadre d'un protocole d'accord préélectoral, de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. C'est terminé. Cette possibilité relève exclusivement de l'accord d'entreprise CSE. Autre point aussi qui est important à préciser, c'est que le règlement intérieur du CSE, est obligatoire, comme hier, pour le CE, dans les entreprises de plus de 50 salariés. Ce règlement intérieur ne peut pas, il a seulement vocation à traiter du fonctionnement du CSE dans ses rapports en interne et dans ses rapports avec les salariés. La définition du règlement intérieur, définition juridique, n'a pas changé. Il n'est pas possible, hier comme aujourd'hui, de prévoir dans ce règlement intérieur des obligations en plus à la charge de l'employeur. Vous le savez, le règlement intérieur, parce qu'il est adopté en première séance du CSE, est adopté à la majorité des voix. La voix de l'employeur compte, mais ni plus ni moins que celle d'un élu. Donc, ce n'est pas un accord au sens accord d'entreprise au sens juridique du terme. Donc, si l'employeur en est d'accord par ce règlement intérieur, pour autant, il n'a pas, ce règlement intérieur, à lui imposer des obligations supplémentaires. Je pense par exemple à installer des réunions du C2SCT, à prévoir des heures de délégation aux membres de la C2SCT, tout ça parce que ça crée des obligations supplémentaires. Donc, la seule et unique voie, c'est celle de l'accord d'entreprise tel que négocié avec les délégués syndicaux ou avec le CSE. Bon, les choses sont claires. Ça, c'est un sujet qui est sensible. Il y a beaucoup de confusion là-dessus entre le PAC, le protocole d'accord préélectoral et les règlements intérieurs. On verra, il y aura sans doute des questions de précision. Brigitte Cavallaro, vous avez signé un accord en octobre 2018. Les ordonnances travail, c'est septembre 2017. Ça a pris beaucoup de temps. C'était compliqué, la discussion, la négociation avec vos deux organisations représentatives. En fait, on a fait un choix stratégique important pour faire en sorte qu'on soit dans une démarche que nous souhaitions depuis un petit moment avec les membres du CE ancien, c'est de rentrer dans une refondation du dialogue social au sein de notre structure. Et donc, dès que nous avons entendu parler des ordonnances travail, donc c'était même un petit peu avant septembre 2017, nous avons commencé à y réfléchir et à voir de quelle manière on allait pouvoir s'emparer de ces nouvelles modalités et de ces nouveaux textes législatifs pour faire en sorte de réussir le passage du CE au CSE. Donc nous étions dans une période où nos élections professionnelles tombaient
entre le moment où les premières ordonnances travail ont été diffusées, donc en septembre 2017, comme vous le disiez, et le moment où on les attendait et on attendait les décrets d'application en fin d'année 2017. Donc nous avons fait le choix avec les instances représentatives existantes de proroger une première fois le mandat de 6 mois, en se disant on verra si ça nous suffit pour mettre en place un accord effectivement d'entreprise sur l'organisation du dialogue social. Et donc nous avons prorogé une première fois et nous avons finalement prorogé une deuxième fois pour nous donner toute l'année 2018. Nous avons travaillé sous format de réunion préparatoire, bien évidemment, avec un objectif important, c'est que nous avions besoin, aussi bien les instances représentatives du personnel que nous-mêmes, d'être accompagnés pour être un peu dans une démarche de formation, puisque c'était quand même assez nouveau. Et nous voulions absolument, à défaut d'avoir les textes complètement aboutis, pouvoir essayer de travailler avec des juristes et des avocats qui déjà avaient des préconisations, avaient travaillé sur cette nouvelle instance. Donc cela nous a pris à peu près 5 séances entre le début de l'année et puis la signature de cet accord qui a été signé donc par l'ensemble des organisations syndicales en début octobre 2018. Les séances ont été assez intéressantes. Parfois bloquantes sur certaines choses, mais bon, rien de plus normal dans des échanges entre des organisations syndicales et les directions de structures. Et nous avons abouti, me semble-t-il, à un accord assez intéressant. Et surtout, nous avons voulu ne pas être sur uniquement l'application stricto sensu de la loi, parce qu'on s'est bien rendu compte, en prenant en compte tout ce que nous vivions depuis quelques années, les besoins que nous avions de travailler ensemble, le nombre de séances sur lesquelles nous nous étions basés, le temps que cela représentait pour les deux parties, que ce soit les organisations syndicales, les représentants du personnel, les membres du CE à l'époque et la direction. Nous avons souhaité travailler ensemble pour avoir un CSE qui soit le plus proche possible de notre activité et de nos besoins en termes de négociation et de respect des prérogatives des uns et des autres. Alors, on va voir ça plus précisément. On a Alexandra qui nous demande de donner des exemples précis. On va rentrer dans les exemples précis. On a le résultat du sondage. Alors, si je vois bien, ça se découpe en tiers. Hein. Un tiers oui, un tiers non et un tiers en cours. Donc, on sent bien que le dernier quadrimestre 2019, il va y avoir beaucoup d'activités sur cette mise en place du CSE. Il y a un peu d'attentisme. On rentre tout de suite sur les thèmes négociables sur la question, sur l'accord. Alors peut-être juste, je vois là une question, puisqu'on n'aura pas l'occasion peut-être de revenir, sur le protocole d'accord préélectoral, où il nous est demandé s'il est possible de négocier avec les membres du CE si aucune organisation syndicale ne se manifeste. Non, juridiquement, ce n'est pas possible. La négociation du protocole préélectoral reste toujours encadrée par les textes d'hier, comme ils n'ont pas évolué, à savoir il y a un monopole syndical. Donc la négociation s'entreprend avec les organisations représentatives de l'entreprise ou avec, dit le Code du travail de manière plus large, avec les organisations syndicales intéressées. C'est-à-dire que s'il y a une section syndicale dans l'entreprise, mais pas d'EDS, mais qu'elle est affiliée à une organisation syndicale représentative en externe, il est possible, bien évidemment, qu'elle soit partie prenante à la négociation. Mais hors de question que, effectivement, le comité d'entreprise n'a pas cette possibilité de négocier un tel accord. Et si les organisations syndicales ne se manifestaient pas comme n'étant pas intéressées à la négociation d'un protocole préélectoral, eh bien cette PAP, les modalités d'organisation de ces élections se feront de manière unilatérale par l'employeur. Par ailleurs, je note aussi quelques questions où les questions de Sylvie et d'Estelle, où il y a encore fait référence aux instances d'hier, même si certaines encore vivent, puisque avec la prorogation des mandats que vous évoquiez, il est possible encore de faire fonctionner ces instances, en tout cas jusqu'au 31 décembre 2019. Par contre, au 31 décembre 2019, ces instances disparaissent purement et simplement.
Il faut bien comprendre que le CSE est une instance nouvelle qui ne fusionne pas les anciennes prérogatives dont étaient dotés le CE, le CHSCT ou les DPE. Donc ce sont vraiment, c'est une instance nouvelle qui ne fusionne pas et qui ne regroupe pas. Donc ça aussi, c'est un nouvel exercice à faire, bien évidemment, mais par contre, la prise en compte du passé peut servir à alimenter un accord CSE par rapport à l'identification des besoins, notamment par rapport au CHSCT, voilà, dans les entreprises, voilà, des entreprises qui en étaient dotées à partir de 50 salariés, puisque la CL2SCT aujourd'hui c'est à partir de 300, donc entre 50 et 300, il n'y a pas d'obligation de mettre une commission supplémentaire, mais on sait bien que les chefs d'entreprise, surtout des TPE-PME, entre 50 et 200 salariés, se font quotidiennement épauler et aider à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, dont on sait que ça reste un enjeu majeur pour l'entreprise et aussi pour les salariés, notamment en termes de cotisation sociale, puisque quand il y a un salarié qui est victime d'un accident du travail, évidemment il y a des victimes directes qu'est le salarié, mais aussi des conséquences indirectes avec la majoration des cotisations sociales à la charge de l'employeur, mais aussi les difficultés aussi à pallier l'absence du salarié absent, mais aussi encore éventuellement, évidemment, un enjeu en termes de responsabilité pénale. Bien sûr. Donc on verra ça sur la partie commission de santé et sécurité plus précisément. Les différentes possibilités sont balayées. On va peut-être rentrer directement, Charline, sur le sujet. On y est incité par Alexandra. Alors, si, voilà. Sur la question des établissements, la manière dont on peut définir les établissements directement par la voie de la négociation. Voilà, tout à fait. Alors, je l'avais indiqué en prélude, mais c'est juste de le rappeler parce que c'est pas évident et on voit que nombre d'entreprises reproduisent le geste qu'elles avaient hier, à savoir d'utiliser le PAP comme étant un support de détermination du nombre des établissements distincts. Aujourd'hui, ça sort complètement du PAP. C'est un accord CSE à part entière. Les établissements distincts permettent, lorsqu'ils sont identifiés, et j'expliquerai de quelle manière, d'éviter une centralisation excessive du fonctionnement des IRP. Bon, évidemment, ça s'adresse aux entreprises qui sont dotées de plusieurs sites. Les entreprises monosites, évidemment, ne sont pas concernées par cette question. Et ces entreprises, eh bien, il peut être en plus des sites qui peuvent être éloignés géographiquement, des sites aussi au sein desquels il y a des métiers qui peuvent être très différents. Donc, il peut être important qu'il y ait un relais via des CSE d'établissements qui se mettent en place au sein de ces différents sites. Il y a une complète, et ça c'est nouveau, une complète latitude des négociateurs, donc ou bien le délégué syndical ou à défaut donc les élus titulaires du CSE, pour déterminer ce qu'est un établissement distinct. Il n'y a pas aujourd'hui de définition légale dans le Code du travail qui disent que voilà, il faut prendre en compte le critère de l'autonomie, il faut prendre en compte le critère de la stabilité géographique, il faut prendre en compte le critère de communauté de travail, chose qu'on a entendu qui était évoquée dans la jurisprudence en matière de mise en place des délégués du personnel ou de mise en place du comité d'entreprise. La négociation peut tout. Donc, il appartient aux négociateurs en interne de déterminer géographiquement quels sont les différents sites, parce que parfois, moi je vois aussi, je prends conscience auprès de certains élus qui, notamment quand ils font partie d'un groupe, ne sont pas très au clair sur les différentes entités que comporte ce groupe. Donc, c'est important de connaître l'organisation de l'entreprise, voir quels sont ses sites d'exploitation ou tout simplement de travail, pour ensuite permettre de déterminer voilà, tel endroit, à mon avis, non, ce site sera un établissement distinct. Par contre, tel autre, ça n'en sera pas un. Donc là, il y a une latitude qui est donnée aux négociateurs. Il faut savoir aussi qu'en la matière, c'est nouveau. À défaut d'accord d'entreprise, l'employeur peut le faire de manière unilatérale. L'employeur peut dire seul, eh bien écoutez, moi, j'estime que ce site est un établissement distinct et donc décider seul de cette mise en place d'établissements distincts. Mais attention,
Les textes sont clairs. On a eu un arrêt de la Chambre sociale au 1er avril 2018 qui dit bien évidemment que, avant de décider de manière unilatérale, l'employeur se doit d'inviter, de convoquer les organisations syndicales ou à défaut le CSE pour négocier. Voilà, donc ça c'est important. Par contre, lorsque l'employeur décide seul, après avoir échoué sur une tentative de négociation, là, le Code du travail donne des pistes qu'il doit prendre en compte lorsqu'il met en place ces établissements distincts. C'est-à-dire que l'employeur prend en compte l'autonomie de gestion, notamment, dit le Code du travail, en matière de gestion du personnel. Donc, là, il est important que l'employeur détermine si, parmi ces différents sites, il a des responsables de sites qui soient en capacité de gérer le personnel, ça veut dire de gérer, de recruter, de sanctionner ou de licencier. Voilà. La conséquence directe de la mise en place, de la détermination de ces établissements distincts, que ça se fasse par la voie de négociation ou de manière unilatérale, c'est qu'on met en place un comité central économique et des comités d'établissement. Par contre, là aussi, il relève de la totale négociation l'articulation de fonctionnement entre le CSE central et les CSE d'établissement, le rythme dans lesquels et la priorité dans lesquelles on les consulte. Tout ça aussi, ça relève de la négociation. Mais voilà, je ne vais pas m'apesantir sur ce point, mais déjà la détermination des établissements distincts, c'était un préalable, un point clé de savoir est-ce qu'on part sur un seul établissement, malgré plusieurs sites, ou est-ce qu'on part sur plusieurs établissements. Et ça relève de la négociation des partenaires sociaux. Donc, premier sujet, on revient un peu là, en précision, Anne-Sophie, on a essayé de traiter les questions en ligne au fur et à mesure. Ça a été dit, je crois que ça a été clair, mais bon, Charline, sur la question de l'invitation des syndicats de branche en l'absence de délégués syndicaux. Alors, ça c'est une... alors, la façon de négocier... Alors là, c'est un tout autre sujet. C'est la question d'Anne-Sophie ? Oui. Pouvez-vous confirmer que Alors, c'est un tout autre sujet. Là, on touche à un autre champ majeur qui a été introduit par l'une des ordonnances travail qui est dédiée aux nouvelles modalités de négociation collective, qui est aujourd'hui la primauté de l'accord d'entreprise sur un certain nombre de champs, tous sauf 17 champs qui sont encore du domaine de la branche. Donc on renverse complètement la logique. Jusqu'alors, c'était la branche qui prévoyait, etc. Là, l'accord d'entreprise pouvait, à titre dérogatoire, mais de manière tout à fait limitée, déroger à la branche. Là, c'est le phénomène inverse qui se passe, c'est primauté de l'accord d'entreprise. Donc, il est possible, pour répondre à la question d'Anne-Sophie, de négocier avec le CSE, et c'est un point important, et merci d'avoir posé cette question, parce qu'au-delà, donc là on parle effectivement de la mise en place du CSE et de son fonctionnement, mais pour qu'il fonctionne bien et qu'il ait la capacité ensuite à signer des accords atypiques, à signer des accords à fort contenu, à faire en sorte que les accords d'entreprise soient aussi adaptés sur le champ de la rémunération, de l'organisation du temps de travail, de l'égalité femmes-hommes, etc. Il faut évidemment avoir un CSE qui ait les moyens de négocier. Et donc, déjà, le CSE, vous l'avez compris, est sur le champ de la santé, de la sécurité, sur le champ économique, mais il peut être aussi, à défaut délégué syndical dans l'entreprise, sur le champ de la négociation d'entreprise au quotidien. Bien, on va passer au point suivant. Un temps limité sur les représentants de proximité. Ça, c'est un sujet aussi sur lequel il y a beaucoup de discussions. Oui, on a déjà des questions. Et on a déjà des questions de Christine, entre autres. Voilà, alors, les représentants de proximité relèvent aussi d'une possibilité qui est offerte aux entreprises de les mettre en place. C'est une faculté, notamment en cas d'établissement distinct, mais pas seulement. C'est-à-dire que même si l'entreprise décide avec ses partenaires sociaux de ne pas mettre en place des comités sociaux d'établissement, il est possible sur des sites de mettre en place par contre des représentants de proximité. Comme son nom, alors il n'y a pas de définition légale de ce qu'est le représentant de proximité. Il est vrai que le nom de proximité laisse à penser qu'effectivement ça relève d'une survivance des délégués du personnel. Pour autant, une latitude totale est donnée aux entreprises pour définir leur rôle.
puisque le Code du travail ne prévoit qu'une seule chose, c'est que l'accord d'entreprise détermine les moyens et les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé et sécurité. Le terme notamment, on peut dire que ce n'est pas exclusif, que ça peut être tout autre chose. On peut effectivement s'inspirer de ce qu'étaient les délégués du personnel pour faire des représentants de proximité, le relais local de proximité de terrain entre le site et le CSE. On peut aussi faire de ces représentants de proximité des observateurs, des relais uniquement de ce qu'ils constatent, des relais des réclamations individuelles ou collectives. Donc ça, il y a une latitude totale qui est donnée à l'accord d'entreprise pour déterminer ses moyens, ses attributions. Mais il est important de le faire. À défaut, les représentants de proximité n'ont aucune existence légale. S'ils ne sont pas prévus par l'accord, si les moyens ne leur sont pas alloués, ils n'existent pas. Ils sont virtuels. Autre chose qui est importante aussi, c'est de prévoir l'articulation concrète des échanges d'informations entre les représentants de proximité et le CSE, puisqu'il n'est pas question, il n'est pas possible que ces représentants de proximité, ni de près ni de loin, ne se substituent au CSE qui reste l'instance centrale de l'entreprise. On va poursuivre pour essayer de traiter les différents points de négociation avec la commission santé, sécurité, conditions de travail. Et ça, c'est un sujet, on va commencer un petit peu à l'aborder. Et puis, on aura le témoignage de Brigitte Cavallaro sur sa mise en place de commission. Quelques mots sur le cadrage de la commission. C'est un acte volontaire, hein, selon la taille des entreprises. Alors, il y a deux choses. Il y a une mise en place qui est obligatoire dans certains cas, dans toutes les entreprises ou établissements d'au moins 300 salariés, ou les établissements dits à risque, qui sont limitativement prévus par les textes. Donc, établissements à risque de moins de 300 salariés, à savoir installation nucléaire de base, ou les entreprises Céveso. Là, c'est une obligation. La C2SCT est une émanation du CSE. Ce n'est pas une entité supplémentaire qui a la personnalité morale. Dans les entreprises de plus de 50, le CSE est le seul à avoir un budget et le seul qui conserve la possibilité de demander la désignation en aide d'un expert et le seul qui est consulté sur le champ santé-sécurité, notamment en termes d'introduction de nouvelles technologies, notamment en cas d'aménagement important des conditions de travail. Cette C2SCT est là pour épauler, appuyer, éclairer le CSE. Par contre, le Code du travail ne prévoit que, même quand il est obligatoire, que 3 choses. Qu'elle est composée à minima de 3 membres de la délégation du personnel, qu'elle est présidée par l'employeur et qu'elle dispose des missions que lui délègue le CSE. Rien d'autre. Ça veut dire que lorsqu'une C2SCT est prévue, ou parce qu'elle est spontanément, l'employeur, en deçà de 300, la met en place, ou parce qu'elle est obligatoire, en tout état de cause, il est impératif de passer par la négociation, puisque le Code du travail ne prévoit pas d'heures de délégation particulière, ne prévoit pas le rythme de réunion, puisque les réunions en matière de santé-sécurité, donc 4 qui doivent être impérativement organisées sur la santé-sécurité, sont celles du CSE. Pas prévu de réunion pour la C2SCT. Il est important aussi de prévoir quelle est l'étendue de la délégation, puisque le CSE peut déléguer tout ou partie de ces missions santé-sécurité. Donc, dans les accords, on a pu voir d'entreprises en la matière, on a vu des accords qui déléguaient tout, des accords qui, au contraire, ne déléguaient que l'inspection sur site, ne déléguaient que l'organisation des enquêtes accidents du travail ou maladies professionnelles. Donc, tout cela est à la main de l'entreprise. Donc, il est important de se dire que même face à une institution obligatoire, qu'est la C2SCT dans certains cas, il doit être négocié ces différents éléments. Et là encore, je rebondis sur notre propos introductif concernant le règlement intérieur. Le règlement intérieur ne peut pas être à lui seul une solution de rattrapage, puisque, on l'a vu, le règlement intérieur ne peut pas imposer d'obligations supplémentaires. Et je pense également aussi, ce qui est important pour les membres de la C2SCT, certes, comme tous les autres membres en matière de santé-sécurité, bénéficient d'une formation générale à la santé-sécurité. Mais là encore, parce qu'il est important de prendre en compte l'activité particulière de l'entreprise, il peut être important de prévoir une formation spécifique
de ces membres de la C2SCT spécifiques au risque et à l'activité de l'entreprise. Et ça fait partie aussi d'un enjeu de négociation. Bon, alors justement, Oui. la mission locale de Marseille, Mme Cavallaro, vous n'étiez pas obligé de la mettre en place, la commission de santé et sécurité? Absolument, nous n'étions pas obligés, mais comme je le disais tout à l'heure, pardonnez-moi, comme je le disais tout à l'heure, avoir un CSE qui ressemble à ce que est son entreprise est important. En même temps, je vous remercie Charline de rappeler effectivement tous les enjeux de la négociation et tout ce que cela représente aussi de volonté de la part de la direction, notamment d'une entreprise, de vouloir, à travers cette négociation, démontrer l'intérêt et l'importance qu'elle attache à toutes ces notions de sécurité, santé et conditions de travail. Donc nous, cette CSSCT, nous avons choisi de la mettre en place avec des membres qui sont des membres bien évidemment élus au CSE, qui peuvent être des titulaires ou des suppléants, et avec un objectif effectivement de pouvoir optimiser les temps de négociation ou les temps d'échange ou les travaux importants que l'on peut avoir après à réaliser dans le cadre du CSE. Nous avions au préalable un CHSCT qui avait des missions effectivement intéressantes également, dont nous avons pu mesurer le travail lorsque, étant un établissement qui reçoit du public, on se rend bien compte qu'il y a la prévention des risques psychosociaux, il y a des événements qui ne sont pas forcément liés à une thématique industrielle ou une thématique de risque telle que vous l'exprimiez, Charline, liée par exemple à une structure Céveso. Pour autant, quand on gère du public, on se rend bien compte effectivement que l'impact sur les collaborateurs et l'impact par rapport aux postures professionnelles peut être important. Et donc, il est intéressant de pouvoir avoir aussi un accompagnement des collaborateurs et de la direction sur l'étendue de ce que peuvent comporter les travaux de la CSSCT. Alors, je ne vous cache pas, ce n'est pas forcément toujours très simple, parce qu'il faut rester dans le cadre, et je vous remercie de l'avoir parfaitement retranscrit, parce que je pense que c'est important pour les entreprises. C'est une démarche volontaire qui, pour autant, ne doit pas non plus être, pardonnez-moi l'expression, plombée ou imposée ensuite par des exigences supralégales ou des exigences complémentaires qui pourraient devenir compliquées après à gérer et qui pourraient interférer, si on reste un petit peu dans un schéma ancien avec les prérogatives du CSE. Le CSE étant le seul habilité à pouvoir effectivement trancher, décider et émettre un avis direct. Nous avons également, au niveau de la mission locale, encore une fois pour pouvoir travailler au mieux avec les instances représentatives du personnel, mis en place 3 autres commissions. Nous n'étions pas obligés non plus, il y en avait une qui était obligatoire, que nous avons, nous, appelée commission sociale, hein, qui s'occupe de tout ce qui est logement, santé. Charline, vous me dites si j'oublie quelque chose, mais notamment égalité femmes-hommes, bien évidemment. Et puis une autour de la formation et des systèmes d'information dans une structure où, et on le voit maintenant avec le virage numérique que nous avons tous été obligés de prendre il y a quelques années, on voit l'importance que le numérique tient dans tous les travaux du quotidien, et la formation autour de ces outils nécessite effectivement souvent de pouvoir avoir des échanges éclairés pour que ce soit bien compris par tout le monde. Alors, merci. Je vois 2 questions. Oui, il y a une question, peut-être très rapidement, le seuil bas sur CSE. À quoi sert le CSE dans les entreprises de moins de 50? Alors c'est vrai qu'on parle du CSE, hein, quelle que soit la taille de l'entreprise. Alors il faut savoir que dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE s'apparente, donc des entreprises donc, voilà, de 11 à 49, les missions sont à peu près celles qu'avaient les délégués du personnel. D'accord. Par contre, lorsqu'on est à partir de 50 salariés, là, on est sur des attributions qui sont autres, hein, du CSE, en particulier des attributions dans le domaine économique. Pardon, on essaye de rester centré sur la question de la négociation. On va vous renvoyer en fin de webinaire, on n'est pas très loin de la fin d'ailleurs, hein, sur toute une série de documents, de sites, etc. Pour continuer sur les questions de négociation, il y a encore 2 sujets de négociation, la question des moyens, et puis on verra enfin la question des attributions. Alors,
Donc, ont été listées là dans ce diaporama donc les différentes possibilités de négocier concernant les moyens du CSE, que ce soit les heures de délégation, la durée du mandat, le nombre de mandats successifs, le budget de fonctionnement du CSE ou des expertises. Je voudrais juste quand même insister sur la participation, le premier point, là, donc la participation des suppléants ou pas aux réunions du CSE. Le Code du travail, contrairement à hier, ne prévoit plus que les suppléants soient associés aux réunions du CSE. Et donc, nous avons des suppléants qui ont vocation à suppléer des absents, des titulaires, quand ils sont souffrants, quand ils sont en formation, etc. Mais grande difficulté qui ont été remontées à la fois par les chefs d'entreprise, mais par les élus aussi eux-mêmes, c'est que du coup, on a des suppléants qui sont déconnectés de ce qui se passe pendant ces réunions, qui ne sont plus aussi, c'est humain, aussi impliqués lorsqu'ils étaient invités aux réunions. Donc il est important, si ce n'est fondamental, que pour que l'institution reste vivante et qu'elle continue à tourner malgré les absences, malgré les congés et autres, que les suppléants puissent être effectivement, continuer à y être associés. Mais ça, ce n'est possible de le faire que lorsque c'est négocié. Voilà, alors, justement, je me permets de rebondir là-dessus. Je vois deux intérêts à ce que vous exprimez. Nous avons fait le choix, nous, que les suppléants ne soient pas systématiquement invités au niveau des réunions du CSE, sauf sur des cas que nous estimons avec le secrétaire du CSE, puisque c'est une négociation que nous avons, lui et moi, lorsque nous préparons l'ordre du jour, de façon effectivement à garantir à la fois cet intérêt des suppléants, garantir cette fluidité d'information, mais en tant que chef d'entreprise, je vois quelque chose de très intéressant à ne pas systématiser la présence des suppléants. C'est simplement aussi que ça leur permet aux membres du CSE de pouvoir se rencontrer préalablement, régulièrement, de pouvoir travailler ensemble et d'assurer ainsi justement un lien encore plus important avec les salariés sur le terrain. De façon à ce que lorsque l'on arrive en séance, puisqu'elles sont réduites, ces séances, mais que les enjeux que l'on a à y traiter sont toujours aussi importants, il est intéressant d'avoir un temps de préparation qui soit suffisamment construit pour que les séances soient réellement efficientes. Je vois une question intéressante sur laquelle, ce qui est la question de la formation. La formation des membres en santé et sécurité de 2 ou 3 jours concerne tous les membres du CSE et de la CSCT. Alors en matière de formation santé et sécurité, oui, ça concerne l'ensemble des membres, en ce compris donc du CSE et de la G2SCT. Elle est effectivement de 3 ou 5 jours en fonction de l'effectif de l'entreprise. L'entreprise dont l'effectif est inférieur à 300, la formation est de 3 jours. Et à partir de 300, elle est de 5 jours. Ça, c'est la formation, on va dire, obligatoire en matière de santé et sécurité au travail. Et vous trouverez d'ailleurs sur le site de PACA, la Directe PACA, les organismes qui sont habilités pour dispenser cette formation. Et que par ailleurs, et je l'avais évoqué, il peut y avoir aussi besoin d'une formation spécifique des membres de la C2SCT qui peut être prévue par accord. Voilà. Okay. En tant que chef d'entreprise, je rebondis encore une fois sur la nécessité de la formation. On va aborder également d'ailleurs les autres sujets qui étaient sur le slide précédent, sur le volume, la durée du mandat, le nombre de mandats successifs. L'intérêt de la formation des membres du CSE, tout comme l'intérêt de la formation à cette nouvelle instance des collaborateurs ou des managers de proximité, ou des managers même direction générale, est toujours très intéressant parce que quand on doit négocier, quand on doit échanger, il est toujours beaucoup plus facile d'échanger avec des personnes qui savent de quoi elles parlent, de quelque côté que l'on se place, et surtout d'être en capacité de pouvoir, de ce fait, être assez factuel dans une négociation et de ne pas prendre le risque, pardonnez-moi l'expression, de pouvoir se retrouver sur une tentation un petit peu de posture ou de positionnement qui pourrait parfois être un peu dogmatique et qui, dans ces cas-là, ne sont pas bénéfiques à la structure. Donc, cette notion de formation est extrêmement importante. On va terminer sur la question des attributions.
rapidement, parce qu'on est presque à la fin du webinaire. Il y a certaines questions sur lesquelles on répondra en dehors du webinaire, si on veut tenir l'échéance, vous passez quelques éléments de sources documentaires. Bien évidemment, là encore, vous l'avez compris, figure l'importance de la participation des membres suppléants. Le nombre de réunions, effectivement, qui sont de 6 minimum, mais bon, après, là encore, la mission locale l'exprimait aussi, c'est qu'il peut y avoir un besoin, au regard de ce qui s'est passé avec le CE ou l'EDP, de se dire, bon, ben voilà, vraiment, si ça ne va pas le faire, on ne va pas réussir à traiter l'ensemble des points à l'ordre du jour, on va avoir des ordres du jour qui vont continuer à s'accumuler, des points qui ont été non traités. Donc voilà, c'est effectivement une mesure de voir un petit peu ce dont l'entreprise a véritablement besoin. Après, là aussi, sans rentrer dans le détail, le contenu des consultations dites récurrentes du CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, les consultations récurrentes, excusez-moi, je parle vite parce que je sais que le temps passe. Donc, c'est donc vite sur la stratégie de l'entreprise. Enfin, là aussi, c'est négociable. Les délais, donc tous des éléments, tout point là qui s'offre à la main des entreprises pour co-construire en interne leur CSE, le CSE qui leur correspond. Alors, c'est vrai que là, comme on l'évoquait en propos introductif, il s'agit d'un virage à 360 degrés. On avait jusqu'alors une logique de mise en conformité des entreprises par rapport à la loi sur le CE, au CHSCT, aux délégués du personnel. Aujourd'hui, donc là, cette logique est en partie devenue obsolète, même si évidemment, il ne s'agit pas, il y a encore des dispositions d'ordre public social qui font qu'on ne peut pas y toucher, c'est-à-dire que le CSE, on ne peut pas décider que le CSE n'existera pas et continuer à mettre en place le CHSCT. Non, c'est pas possible. Par contre, sur le CSE, vous avez compris, le champ du conventionnellement possible est largement ouvert. Donc après, il appartient aux entreprises. Donc c'est vrai que, outre la formation à la santé-sécurité, mais vous l'évoquiez, Mme Cavallaro, il est important aussi que l'ensemble des acteurs de l'entreprise, direction et élus du personnel puissent bénéficier d'une formation réglementaire, juridique aussi, parce que là c'est une sensibilisation de ce qu'il est possible de faire. La négociation, comment on négocie, comment s'approprier les sujets, c'est aussi important qu'il y ait ce relais de formation pour que chaque entreprise ait un CSE en écho, en miroir au dialogue social qu'elle entend impulser, développer ou préserver en son enceinte. Quelques mots et on souligne que cet enjeu de négociation est un enjeu important, que même si on est un peu pris par le temps et on voit bien l'échéance arriver du 31 décembre 2019, c'est pas pour autant terminé. Ce qui circule qu'il faut attendre la fin du mandat, des 2 ans, des 3 ans, des 4 ans, c'est pas exact. On peut négocier après la mise en place d'un CSE, je crois que c'est le message fort. Oui. Si jamais vous ne l'avez pas fait avant, vous pouvez encore le faire après et ouvrir des négociations ou passer par voie d'avenant pour préciser certaines modalités qui vous paraissent à l'usage indispensable de préciser. Les questions-réponses, on a essayé de les traiter dans le flux. On est arrivé à la fin du webinaire, on est à 11h48, on a à peu près tenu. Je vous renvoie sur quatre grands dossiers, mais il y a d'autres éléments bien sûr sur Internet. Le dossier du CSE, de la DGT, les 100 questions-réponses, entre autres, avec le lien. Le dossier du CSE sur la Direct PACA, avec toute une série de documents. On aura, peut-être avec les travaux de l'Observatoire du 13, un document à vous proposer en téléchargement, une matrice d'accord, mais là, ça suppose qu'il y ait encore un petit travail pour affiner. Je sais que les entreprises ont besoin d'avoir du soutien sur ces questions-là. Le dossier de l'ANACT spécial sur le CSE avec toute une série de documents, dont des motion design pour communiquer plus facilement. Et puis vous avez le site de l'ANACT. On est arrivé au bout de la présentation. Merci à toutes et à tous. Je sais qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. On va le faire en marge du webinaire, en espérant avoir quand même contribué à caler ce sujet et à bien avoir insisté clairement sur la nécessité de négocier pour la mise en place du CSE. Merci. Merci.